Good afternoon, televiewers, and welcome to join us in this edition of the midday bilingual newscast on Equinox Television. We begin right ahead in the French language with you, Sylvestre Hippolyte. Bonjour. Good day to you, Innocentes et mesdames, monsieur, bonjour. Bienvenue à ce journal édition bilingue de la mi-journée sur Equinox Télévision. Après des années passées quasiment dans l'abandon, le foyer pour enfants vulnérables de Bétamba renaît. Ce foyer qui a participé dans les années 80 et 90 à faciliter la réinsertion sociale des enfants égarés dans des comportements indécents vient d'être réhabilité. Jean Guizoro. Voici un jeune apprenant de l'institution camerounaise de l'enfance de Bétamba recevant son kit de menuiserie pour aller affronter la vie après sa formation, loin de l'image du bagne digne du récit d'Alexandre Dumas dans le conte de Monte Cristo qu'on a souvent eu de cette institution. C'est l'un des temps forts de la cérémonie de réception de la première phase du chantier de réhabilitation de cette institution qui a eu lieu à Bétamba. Aujourd'hui, c'est la première phase. Cette première phase qui nous a permis, n'est-ce pas, de constater les travaux qui ont été réalisés. Et cette première phase qui porte sur les financements du budget 2017 a déjà été achevée. Au terme de ces travaux, 80 enfants pourraient déjà être accueillis dans ce centre lors de la rentrée de cette année. S'agissant de l'aspect pédagogique, il n'est pas question de mettre les apprenants au fer, mais de l'améliorer, explique la ministre des Affaires sociales. Nous allons plutôt améliorer. La ligne pédagogique va s'améliorer. C'est-à-dire au-delà de ce qui se faisait ici avant, nous espérons pouvoir offrir des solutions durables à toutes les catégories des enfants vulnérables. Sur le chantier, le génie militaire en charge de la conduite des travaux relève les aménagements déjà effectués. La réhabilitation de la salle polyvalente, la réhabilitation de l'infirmerie avec bloc toilette, une médiathèque entièrement équipée, une menuiserie réhabilitée, équipée, un pavillon des agneaux comme dortoir, une section scolaire et bien évidemment un forage avec un château d'eau qui ont été réalisés. D'autres bonnes volontés, notamment du secteur privé, accompagnent aussi ce projet de réhabilitation du centre de l'enfance de Bétamba avec la mise sur pied d'une médiathèque. Le projet, c'est bien les enfants en détresse, les enfants vulnérables qui sont les cibles privilégiées des actions du ministère des Affaires sociales et de la Fondation Orange. Donc nous sommes en partenariat formel officiel pour pouvoir venir en aide à ces enfants vulnérables. Au terme de la réhabilitation de l'institution de l'enfance de Bétamba, créée à la fin des années 70, 500 enfants en moyenne pourront être accueillis au sein de ce centre dès 2019. Le gouverneur de la région du centre invite les jeunes à tourner le dos au gain facile en tirant les leçons de l'affaire Mida. Nassiré Paul Beya s'est exprimé dans la ville de Yaoundé en procédant à l'installation de nouveaux membres du Conseil national de la jeunesse dans la région du centre. Emmanuel Diop, Marcelin Ganson. Vous avez suivi l'histoire de Mida, c'est que certains d'entre vous ont été victimes. Le gouverneur de la région du centre saisit désormais toutes les occasions qui se présentent pour entretenir les jeunes sur l'affaire Mida. Un piège qui, selon Nassiré Paul Beya, s'est refermé sur des milliers de Camerounais, en majorité des jeunes, malheureusement piqués par le virus du gain facile. Le problème de la Mida nous a marqué dans la région du centre. C'est dans la région du centre que la Mida est née. Et c'est un problème qui a concerné toute la grande jeunesse du centre parce que beaucoup se sont retrouvés influencés, entraînés dans une pyramide de Ponzi. Quand je parle du travail, vous voyez que le dossier Mida, c'est beaucoup plus la jeunesse qui est impliquée. C'est parce que l'idée de facilité, d'avoir l'argent facile, ne pas travailler. Ça, c'est des idées qui ne sont pas bonnes pour la jeunesse et pour une république qui veut avancer. La vie facile, c'est justement la voie qu'aucun jeune ne devrait emprunter au risque de gâcher son avenir. Une prescription faite à la nouvelle équipe dirigeante du Conseil régional de la jeunesse. Ils doivent donc mettre dans des actifs le travail, et que seul le travail paie. Ils doivent respecter les institutions. Ils doivent donc encourager les jeunes
à adhérer au travail, aux idiots qui incarnent donc la République. De ne pas penser qu'ils sont un syndicat, donc d'éviter les choses qui vont donc aller à l'encontre des institutions. Brice Gaël Sop et son équipe ont la lourde mission de redorer le blason d'une structure qualifiée par certains d'inutile et de budgétivore. Aujourd'hui, il est d'abord question de moraliser nos jeunes et de s'atteler à favoriser l'auto-emploi jeune. L'objectif du Conseil de la jeunesse, c'est de porter les revendications des jeunes vers l'État. Maintenant, organisme budgétivore, il est clair que ce n'est pas pour rien qu'on existe. On va fédérer la jeunesse, surtout au cours de cette mandature. Ces nouveaux maçons qui ont reçu l'onction des autorités régionales avec à leur tête le gouverneur seront jugés au pied du mur, là où les prédécesseurs ont laissé un bilan plus que mitigé. Détenu au secrétariat d'État à la Défense depuis plusieurs mois et pratiquement coupé du reste du monde, Sisekou Ayoub Tabé et les autres leaders les autres leaders sécessionnistes qui ont longtemps été présentés comme étant les responsables présidents pour Sisekou Ayoub de l'État virtuel de l'Amazonie ont donc pu être en contact avec leurs avocats ce vendredi dans la ville de Yaoundé. Un feuilleton qui prend un autre virage, dites-vous, Nana Paul Sabah. Le 5 janvier 2018, Sisekou Ayoub Tabé, président de l'État fantôme d'Amazonie, et des membres de son cabinet sont réunis en nocturne dans un hôtel à Abuja, au Nigeria. Séance tenante, ils sont surpris par des éléments du service secret de leur pays d'accueil. Mis aux arrêts, ces dirigeants séparatistes anglophones, au nombre de 47 selon les officiels, sont extradés sous très forte escorte à Yaoundé le 28 janvier 2018. Dans la capitale politique du Cameroun, Ayoub Tabé et ses 46 compagnons de lutte pour l'indépendance des régions anglophones sont gardés au secret. Le 29 janvier 2018, 4 avocats, à savoir Maître Félix Arbor Nkongo, Maître Claude Assira, Maître Yolande Ngor Mignongok et Maître Bernard Mouna, se présentent au secrétariat d'État à la Défense dans l'espoir de rencontrer les sécessionnistes rapatriés du Nigeria. Peine perdue, le colonel qui les reçoit n'accorde pas une suite favorable à leur demande. En outre, l'officier supérieur de gendarmerie ne confirme pas la présence des séparatistes dans les cellules du CET. Cette attitude renforce la conviction de certains activistes de la crise anglophone qui pensent que Sisekou Ayoub Tabé, le président de l'État fantôme d'Amazonie, a été assassiné au lendemain de son arrestation au Nigeria. En réaction, le gouvernement camerounais multiplie des démentis sans convaincre la famille du leader des séparatistes, dont son épouse Lili Ayoub Tabé, qui exige une vidéo qui prouve que son mari est encore en vie. Après 6 mois de confusion, le gouvernement camerounais a finalement décidé de lâcher de l'Est. En effet, depuis vendredi, selon les indiscrétions, Ayoub Tabé, Wilfried Tassan et les autres activistes arrêtés au Nigeria et incarcérés à Yaoundé ont eu la possibilité de rencontrer pour la première fois leurs avocats. Le régime de Yaoundé apporte ainsi la preuve que les séparatistes sont bel et bien en vie. Et malgré la probabilité du report de la date des élections municipales et législatives, le Social Democratic Front reste mobilisé donc autour de la candidature de sa candidature à l'élection présidentielle qui a donc lieu cette année dans la région du Centre. Le Parti de la Balance ne cesse d'accueillir de nouveaux militants. Jean Kizogo. Le probable report des élections législatives à l'année prochaine n'arrête pas le SDF dans sa mobilisation. À Yaoundé, de nouvelles recrues viennent grossir les rangs, ici au quartier Aala. Dans le même temps, le candidat du parti à la présidentielle est porté au pinacle par les siens. Pour les responsables du parti, il est question de mobiliser les énergies au sein du SDF pour une participation de qualité aux différents scrutins. Déjà, ils doivent s'inscrire sur les listes électorales. Il y a certains qui ne sont pas encore inscrits. Et si tu n'es pas inscrit, comment est-ce que tu vas prouver que tu es membre du Social Democratic Front? Ils doivent d'abord s'inscrire. Ils doivent avoir les cartes du parti. C'est très important pour nous. Et de deux, ils ne doivent pas avoir peur de l'influence de qui que ce soit. Ils doivent se dire que nous sommes Camerounais, nous devons combattre, nous devons affronter la vérité, nous devons aller de l'avant. En fait, c'est un signal fort que le social démocratique est en train de monter sur le terrain.
C'est vrai qu'au niveau des Yaoundé 3e, les choses vont bien, malgré quelques menaces que les militants reçoivent de part et d'autre. Mais je crois que le train en marche, nous sommes prêts pour affronter les séances qui arrivent. En dehors des Yaoundé, l'offensive du SDF se déploie aussi dans l'Ombamekim, où le village Koro, en Tui, vient d'abriter une campagne de sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales et l'invitation aux jeunes ruraux à s'intéresser à la politique au lieu de s'en détourner, comme c'est souvent le cas. Ils doivent d'abord se faire enregistrer dans la liste électorale, c'est ce qui est l'importance pour savoir, parce qu'ils réclament les projets. Il faut que quand ils se font enregistrer, et nous autres, nous viendrons et nous rassurons à la population des Koro que nous, en tant que le SDF, on va leur donner de l'eau à boire. Et nous rassurons à la jeunesse de Koro que vous auriez un foyer où vous devriez souvent faire vos petites réunions. J'exhorte tous les jeunes de ne pas fuir la politique, que les jeunes sachent que la politique leur appartient, ce pays-ci c'est leur pays. Selon les responsables du SDF, cette présence permanente devrait aller crescendo sur le terrain pour garder éveillés les militants électeurs jusqu'à la tenue de tous les scrutins annoncés au Cameroun les prochains mois. Retrouvons tout de suite Innocent Azé pour la seconde partie de ce journal. Good day once again. Merci, Sylvester Polizanga. Once again, good afternoon to you as well, televiewers, and thanks for staying with us in this second segment of the newscast. Ambazonian leaders, Julius Isiku Ayuk Tabi and 46 others who were extradited from Nigeria to Cameroon early January this year and detained at the State Defense Secretariat in Yaoundé have finally met with their lawyers on Friday, June 22nd. It was a move by governments to prove the Ambazonian leaders are still alive, safe and sound. It is the first time and first group of persons visiting Ayuk Sisiku Tabe and Co. ever since they were detained in Yaoundé. And now we take you to the southwest region of the country where council activities have been paralyzed by continuous violence and threats from Ambazonian fighters. We have details with Derek Jato. The Ambazonian Defense Forces have closed down most councils in the southwest region. The activities of the councils are completely grounded. The councils cannot operate. And the affected mayors are on the run. People are on the run, including the mayor. I think I shouldn't tell lies. People are on the run, even the mayor. So the situation is desperate. Chief Bate Epe Robert, mayor of Tinto, a council in Manu Division, appeared from his undisclosed hideout and painted the picture on the ground. And I am saying here that you need to go back and open your office. Is just tantamount to inviting death to yourself. Because people have changed the way, and those who are still hanging around cannot go to the office. Because people are supervising those offices, they want a complete, that the council is not functional. I talking here, I'm not going to my office for the past 1 month. I don't want to talk to another person. I hear that people are not going to the office for the past 3 months. Today, the National Community Driven Development Program, PNDP, is launching the second edition of Performance Basket for 2018. The Performance Basket of PNDP is a medium where the PNDP evaluate the performance of councils and reward them for the performance. The reward may be in cash, but what we based on is not just the cash, but how the councils improve in their management and administrative skills. But how can such a program be carried out in a region that everything is seemingly on a standstill? We have tried to appeal to the mayors that no matter the circumstances, they should make an effort to take part in this activity. They will go to show proof that even despite the situation that they are going through, and this will attract more interest and probably more sympathy. Even at this launch in Limbe, that was supposed to have the 31 mayors of the southwest region in attendance, only 5 mayors
were present. I can't speak for the mayors who are not here, So I think it would be advisable for you to meet Limbe, for you to meet the mayor of Limbe, for example, to find out. But all the mayors were invited. Mr. Nkem David, the Southwest Regional Coordinator of PNDP, says a new strategy will be formulated. The performance basket technical team engaged by the Southwest governor was also installed, and these members are having a 2-year mandate. Widows in Cameroon have joined their counterparts across the world to celebrate the International Widows' Day. Focus was on the challenges that this group of persons face in the society. And for me, Armstrong Sander reports. Maltreatment of widows represents one of the worst human rights violations and is a principal obstacle to her participation in public and political life as well as today's community development. Widows are discriminated upon, refused the right to inheritance, accused of witchcraft, sent out of marital homes, raped, and sometimes forced to remarry in-laws. According to the United Nations Women, this practice makes the life of widows disastrous. These widows you have, they are socially weak. They are socially behind, and they don't even know, they are even hidden, and they are even ignored. And sometimes these widows have the in-laws drive them from the house. The in-laws don't even want to give them documents. In an effort to give particular attention to the situation of widows of all ages, culture and origin, the United Nations General Assembly instituted the 23rd of June every year as the International Widows' Day. On this day, member states dedicate special attention to the plight of widows and draw public conscience to their vulnerability. Yesterday, we had a judicial activity. We have some lawyers who came to talk to the widows, and the widows were talking their sufferings, telling how they drove. Some of them said they have driven them from the house. Some of them said they have taken their documents, so they cannot make even to have the pension of their husband. And then some of them even say the in-laws don't even want to see them. So all that the lawyers are taking care, and then even the CMPS. It is within this framework that the United Nations Women assembled over 200 women, administrators, religious and traditional leaders to raise awareness on the plight of widows in the Littoral region and Cameroon in general. They placed forward recommendations to improve widows' participation in political and leadership positions. The same objective was the central message of the International Widows' Day celebration in Lum, Mongo division of the Littoral region. Here, the widows painted out their daily realities. This day in Lum as well as in Douala came as a direct positive response from the public to the hardship that widows face daily. The theme of this year's celebration is built on amelioration of the situation of widows. A group of marijuana dealers in Bafang has been dismantled by security forces with a dose of the drug seized from them by the said security forces. We have details of this report with Franklin Mwabe. 4 persons have been caught with marijuana in Bafang subdivision of the West region. Amongst the 4, 2 Mboro teenagers, Yusufa Hassa and Yahoma, aged 16 and 14 years respectively, were caught by the forces of law and order traveling with a bag of drugs in Bana quarter of Bafang. A Cameroonian told us that he saw 2 young boys traveling with a bag. Inside the bag, he saw a bad things called drugs. So we went in Bana Kota, Bafang, arrest the 2 young men, Bororo, 14 years and 16 years. When the teenagers were questioned where they got the drugs, they confessed to have bought the drugs from a certain Etemba Toma and his friend Dachoa, who are aged 63 and 61 years respectively, who cultivate the weed in their homes. Pa called
Itembe Toma is the man who used to sell them the drugs. We went to Mwanke quarter and arrest the pack. When we reach there, we see the Itembe and Dachua with the drugs in their hands. The Commissioner of Police for Bafang Subdivision, Bidzaha Fandai, says nous demandons toujours, le policier n'est pas sorcier, le policier est celui qui... The police is not a witch, but in charge of verifying information and taking the right actions to bring justice in cases like this. The Commissioner further beckoned on the population of Bafang to work in collaboration with the forces of law and order. Jean-Enes Masina Bibehe, Minister of Transport, was in the economic capital Douala recently, notably at the Douala seaports, where he discovered that there were some inefficiencies rocking the Douala seaport. The urged authorities of the Douala seaport to boost their effort in ensuring that the inefficiencies are counteracted or surmounted, and for benefit or for good services to be rendered to the populace. Babla Jonathan has more. You see, coming back to this report, where Transport Minister Jean-Enes Masina Bibehe was on a working visit to the economic capital Douala, notably at the Douala seaports, where he witnessed that a lot of inefficiencies was rocking their Douala seaport. He has authorities to boost their efforts in ensuring that these inefficiencies are surmounted for quality services to be rendered to the population. Babla Jonathan. The Douala Seaport is a strategic maritime transport amenity in the Central African sub-region, with landlocked countries like the Central African Republic and Chad depending on it. Close to 95% of maritime and trade activities in Cameroon go through the seaport. However, the Douala Seaport is plagued by several inefficiencies. One of them concerns infrastructures that have been fading out of capacity over the years. Ces installations portuaires ont atteint la fin de leur cycle de vie normal. The lifespan of the infrastructures have elapsed, while transactions continue increasing to over 12 million tons of goods per year. 12 millions de tonnes. And this is why Transport Minister Ernest Masina Bibehe, on a working visit to Douala, urged the seaport authorities to step up efforts geared towards upgrading services for a more fluid import and export activities. Port autonome de Douala et le corridor national doivent reformer. The Douala Port Authority has to reform and modernize its activities in all domains: anchoring of ships, loading and offloading of ships, storing of goods, procedures, infrastructures, transport, security, and so on. Sécurité, et j'en passe. Le port autonome de Douala, dans le cadre de ces missions, a obtenu le feu vert du gouvernement. The Douala Port Authority has received the green light of government to immediately undertake all actions to turn the tide concerning depreciating port infrastructures. The Director General of the Douala Seaport and his collaborators are also expected to enhance collaboration with the Kribi Port Authority. Je demande à Monsieur le Directeur Général. I asked the Director General to finalize, in consultation with the Kribi Port Authority, studies on the creation of a national transport company between the two seaports. Entre les ports de Kribi et de Douala. Efforts have been underway to transform and develop the Douala Seaport since 2017. And in sports, Senegal have missed picking up their sure qualification ticket for the 18th final of the 2018 FIFA World Cup after Japan held them to a 2-2 draw yesterday in their second group game. The Teranga Lions now have 4 points and still have the opportunity to move to the next round of the tournament when they must have taken on Colombia
in their last match for a draw or a win. It should be noted that 3 African countries have already bounced out of the Russia 2018 FIFA World Cup. Only Senegal and Nigeria still have the possibilities of moving to the next stage of the competition. Tunisia was defeated by Colombia 5-2. And that brings us to the end of this midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching. We shall be back at 4 p.m. Quelle est l'importance pour savoir, parce que ils réclament les projets, il faut que quand ils se font enregistrer, et nous autres, nous viendrons et nous rassurons à la population des corps que nous, en tant que le EDF, on va leur donner de l'eau à boire. Et nous rassurons à la jeunesse de corps que vous auriez un foyer où vous devriez souvent faire vos petites réunions. J'exhorte tous les jeunes de ne pas fuir la politique, que les jeunes sachent que la politique leur appartient, ce pays-ci c'est leur pays. Selon les responsables du SDF, cette présence permanente devrait aller crescendo sur le terrain pour garder éveillés les militants électeurs jusqu'à la tenue de tous les scrutins annoncés au Cameroun les prochains mois. Retrouvons tout de suite Innocent Azé pour la seconde partie de ce journal. Good day once again. Merci Sylvester Politsanga. Once again, good afternoon to you as well, televiewers, and thanks for staying with us in this second segment of the newscast. Ambazonian leaders, Julius Isiku Ayub Tabi and 46 others who were extradited from Nigeria to Cameroon early January this year and detained at the State Defense Secretariat in Yaoundé have finally met with their lawyers on Friday, June 22nd. It was a move by governments to prove the Ambazonian leaders are still alive, safe and sound. It is the first time and first group of persons visiting Ayuk Sisiku Tabe and co ever since they were detained in Yaoundé. And now we take you to the southwest region of the country where council activities have been paralyzed by continuous violence and threats from Ambazonian fighters. We have details with Derek Jato. The Ambazonian Defense Forces have closed down most councils in the southwest region. The activities of the councils are completely grounded. The councils cannot operate. And the affected mayors are on the run. People are on the run, including the mayor. I think I shouldn't tell lies. People are on the run, even the mayor. So the situation is desperate. Chief Bate Epe Robert, mayor of Tinto, a council in Manu Division, appeared from his undisclosed hideout and painted the picture on the ground. And I am saying here that you need to go back and open your office. It's just tantamount to inviting them to yourself. Because people have changed the way, and those who are still hanging around cannot go to the office. Because people are supervising those offices, they want a complete, that the council is not functional. I talking here, I'm not going to my office for the past 1 hour. I don't want to talk to another person. I hear that people are not going to the office for the past 3 months. Today, the National Community Driven Development Program, PNDP, is launching the second edition of Performance Basket for 2018. The Performance Basket of PNDP is a medium where the PNDP evaluate the performance of councils and reward them for the performance. À l'installation de nouveaux membres du Conseil national de la jeunesse dans la région du centre. Emmanuel Diop, Marcelin Garçon. Vous avez suivi l'histoire de Bidani, c'est que certains d'entre vous ont été victimes. Le gouverneur de la région du centre saisit désormais toutes les occasions qui se présentent pour entretenir les jeunes sur l'affaire Mida. Un piège qui, selon Naziri Paul Beya, s'est refermé sur des milliers de Camerounais, en majorité des jeunes, malheureusement piqués par le virus du gain facile. Le problème de la Mida nous a marqué dans la région du centre. C'est dans la région du centre que la Mida est née. Et c'est un problème qui
a concerné toute la grande jeunesse du centre parce que beaucoup se sont retrouvés influencés, entraînés dans une pyramide de Ponzi. Quand je parle du travail, vous voyez que le dossier MIDA, c'est beaucoup plus la jeunesse qui est impliquée. C'est parce que l'idée de faciliter, d'avoir l'argent facile, ne pas travailler. Ça, c'est des idées qui ne sont pas bonnes pour la jeunesse et pour une république qui veut avancer. La vie facile, c'est justement la voie qu'aucun jeune ne devrait emprunter au risque de gâcher son avenir. Une prescription faite à la nouvelle équipe dirigeante du Conseil régional de la jeunesse. Ils doivent donc mettre dans des actifs le travail, et que seul le travail paie. Ils doivent respecter les institutions. Ils doivent donc encourager les jeunes à adhérer au travail, aux idiots qui incarnent donc la République. De ne pas penser qu'ils sont un syndicat, donc d'éviter les choses qui vont donc aller à l'encontre des institutions. Brice Gaël Sop et son équipe ont la lourde mission de redorer le blason d'une structure qualifiée par certains d'inutile et de budgétivore. Aujourd'hui, il est d'abord question de moraliser nos jeunes et de s'atteler à favoriser l'auto-emploi jeune. L'objectif du Conseil de la jeunesse, c'est de porter les revendications des jeunes vers l'État. Maintenant, organisme budgétivore, il est clair que ce n'est pas pour rien qu'on existe. On va fédérer la jeunesse, surtout au cours de cette mandature. Ces nouveaux maçons qui ont reçu l'onction des autorités régionales avec à leur tête le gouverneur seront jugés au pied du mur, là où les prédécesseurs ont laissé un bilan plus que mitigé. Détenu au secrétariat d'État à la Défense depuis plusieurs mois et pratiquement coupé du reste du monde, Sésékou Ayoub Tabé et les autres leaders les autres leaders sécessionnistes qui ont longtemps été présentés comme étant les responsables présidents pour Sésékou Ayoub de l'État virtuel de l'Ambazonie ont donc pu être en contact avec leurs avocats ce vendredi dans la ville de Yaoundé. Un feuilleton qui prend un autre virage, dites-vous, Nana Paul Sabah. Le 5 janvier 2018, Sésékou Ayoub Tabé, président de l'État fantôme d'Ambazonie, et des membres de son cabinet sont réunis en nocturne dans un hôtel à Abuja, au Nigeria. Séance tenante, ils sont surpris par des éléments du service secret de leur pays d'accueil. Mis aux arrêts, ces dirigeants séparatistes anglophones, au nombre de 47 selon les officiels, sont extradés sous très forte escorte à Yaoundé le 28 janvier 2018. Dans la capitale politique du Cameroun, Ayoub Good afternoon, televiewers, and welcome to join us in this edition of the midday bilingual newscast on Equinox Television. We begin right ahead in the French language with you, Sylvestre Hippolyte. Bonjour. Good day to you, Innocent et mesdames, monsieur, bonjour. Bienvenue à ce journal édition bilingue de la mi-journée sur Equinox Télévision. Après des années passées quasiment dans l'abandon, le foyer pour enfants vulnérables de Bétamba renaît. Ce foyer qui a participé dans les années 80 et 90 à faciliter la réinsertion sociale des enfants égarés dans des comportements indécents vient d'être réhabilité. Jean Guizoro. Voici un jeune apprenant de l'institution camerounaise de l'enfance de Bétamba recevant son kit de menuiserie pour aller affronter la vie après sa formation, loin de l'image du bagne digne du récit d'Alexandre Dumas dans le conte de Monte Cristo qu'on a souvent eu de cette institution. C'est l'un des temps forts de la cérémonie de réception de la première phase du chantier de réhabilitation de cette institution qui a eu lieu à Bétamba. Aujourd'hui, c'est la première phase. Cette première phase qui nous a permis, n'est-ce pas, de constater les travaux qui ont été réalisés. Et cette première phase qui porte sur les financements du budget 2017 a déjà été achevée. Au terme de ces travaux, 80 enfants pourraient déjà être accueillis dans ce centre lors de la rentrée de cette année. S'agissant de l'aspect pédagogique, il n'est pas question de mettre les apprenants au fer, mais de l'améliorer, explique la ministre des Affaires sociales. Nous allons plutôt améliorer. La ligne pédagogique va s'améliorer. C'est-à-dire au-delà de ce qui se faisait ici avant, nous espérons pouvoir offrir
des solutions durables à toutes les catégories des enfants vulnérables. Sur le chantier, le génie militaire en charge de la conduite des travaux relève les aménagements déjà effectués. La réhabilitation de la salle polyvalente, la réhabilitation de l'infirmerie avec bloc toilette, une médiathèque entièrement équipée, une menuiserie réhabilitée, équipée, un pavillon des agneaux comme dortoir, une section scolaire et bien évidemment un forage avec un château d'eau qui ont été réalisés. D'autres bonnes volontés, notamment du secteur privé, accompagnent aussi ce projet de réhabilitation du centre de l'enfance de Bétamba avec la mise sur pied d'une médiathèque. Le projet, c'est bien les enfants en détresse, les enfants vulnérables qui sont les cibles privilégiées des actions du ministère des Affaires sociales et de la Fondation Orange. Donc nous sommes en partenariat formel officiel pour pouvoir venir en aide à ces enfants vulnérables. Au terme de la réhabilitation de l'institution de l'enfance de Bétamba, créée à la fin des années 70, 500 enfants en moyenne pourront être accueillis au sein de ce centre dès 2019. Le gouverneur de la région du centre invite les jeunes à tourner le dos gain facile en tirant les leçons de l'affaire Mida. Nassiré Paul Beya s'est exprimé dans la ville de Yaoundé en procédant. Tabi et ses 6 compagnons de lutte pour l'indépendance des régions anglophones sont gardés au secret. Le 29 janvier 2018, 4 avocats, à savoir Maître Félix Arbor Nkongo, Maître Claude Assira, Maître Yolande Ngor Mignongok et Maître Bernard Mouna, se présentent au secrétariat d'État à la Défense dans l'espoir de rencontrer les sécessionnistes rapatriés du Nigeria. Peine perdue, le colonel qui les reçoit n'accorde pas une suite favorable à leur demande. En outre, l'officier supérieur de gendarmerie ne confirme pas la présence des séparatistes dans les cellules du CET. Cette attitude renforce la conviction de certains activistes de la crise anglophone qui pensent que Sisiku Ayok Tabe, le président de l'État fantôme d'Ambazonie, a été assassiné au lendemain de son arrestation au Nigeria. En réaction, le gouvernement camerounais multiplie des démentis sans convaincre la famille du leader des séparatistes, dont son épouse Lili Ayok Tabe, qui exige une vidéo qui prouve que son mari est encore en vie. Après 6 mois de confusion, le gouvernement camerounais a finalement décidé de lâcher de l'Est. En effet, depuis vendredi, selon des indiscrétions, Ayok Tabe, Wilfried Tassan et les autres activistes arrêtés au Nigeria et incarcérés à Yaoundé ont eu la possibilité de rencontrer pour la première fois leurs avocats. Le régime de Yaoundé apporte ainsi la preuve que les séparatistes sont bel et bien en vie. Et malgré la probabilité du report de la date des élections municipales et législatives, le Social Democratic Front reste mobilisé donc autour de la candidature de sa candidature à l'élection présidentielle qui a donc lieu cette année dans la région du centre. Le Parti de la Balance ne cesse d'accueillir de nouveaux militants. Jean Kizogo. Le probable report des élections législatives à l'année prochaine n'arrête pas le SDF dans sa mobilisation. À Yaoundé, de nouvelles recrues viennent grossir les rangs, ici au quartier Aala. Dans le même temps, le candidat du parti à la présidentielle est porté au pinacle par les siens. Pour les responsables du parti, il est question de mobiliser les énergies au sein du SDF pour une participation de qualité aux différents scrutins. Déjà, ils doivent s'inscrire sur les listes électorales. Il y a certains qui ne sont pas encore inscrits. Et si tu n'es pas inscrit, comment est-ce que tu vas prouver que tu es membre du Social Democratic Front? Ils doivent d'abord s'inscrire. Ils doivent avoir les cartes du parti. C'est très important pour nous. Et de deux, ils ne doivent pas avoir peur de l'influence de qui que ce soit. Ils doivent se dire que nous sommes Camerounais, nous devons combattre, nous devons affronter la vérité, nous devons aller de l'avant. En fait, c'est un signal fort que le Social Démocratique est en train de monter sur le terrain. C'est vrai qu'au niveau des Yaoundé 3e, les choses vont bien, malgré quelques menaces que les militants reçoivent de part et d'autre. Mais je crois que le train en marche, nous sommes prêts pour affronter les échéances qui arrivent. En dehors des Yaoundé, l'offensive du SDF se déploie aussi dans le Mbamekim, où le village Koro, en Tui, vient d'abriter une campagne de sensibilisation
pour les inscriptions sur les listes électorales et l'invitation aux jeunes ruraux à s'intéresser à la politique au lieu de s'en détourner, comme c'est souvent le cas. Ils doivent d'abord se faire enregistrer dans la liste électorale. Vote may be in cash, but what we based on is not just the cash, but how the councils improve in their management and administrative skills. But how can such a program be carried out in a region that everything is seemingly on a standstill? We have tried to appeal to the mayors that no matter the circumstances, they should make an effort to take part in this activity. They will go to show proof that even despite the situation that they are going through, they have, and this will attract more interest and probably more sympathy. Even at this launch in Limbe, that was supposed to have the 31 mayors of the Southwest region in attendance, only 5 mayors were present. I can't speak for the mayors who are not here. So I think it will be advisable for you to meet Limbe, for you to meet the mayor of Limbe, for example, to find out. But all the mayors were invited. Mr. Nkem David, the Southwest Regional Coordinator of PNDP, says a new strategy will be formulated. The performance basket technical team engaged by the Southwest governor was also installed, and these members are having a 2-year mandate. Widows in Cameroon have joined their counterparts across the world to celebrate the International Widows Day. Focus was on the challenges that this group of persons face in the society. And for me, Armstrong Sander reports. Maltreatment of widows represents one of the worst human rights violations and is a principal obstacle to her participation in public and political life as well as today's community development. Widows are discriminated upon, refused the right to inheritance, accused of witchcraft, sent out of marital homes, raped, and sometimes forced to remarry in-laws. According to the United Nations Women, this practice makes the life of widows disastrous. These widows you have, they are socially weak. They are socially behind, and they don't even know, they are even hidden, and they are even ignored. And sometimes these widows have the in-laws drive them from the house. The in-laws don't even want to give them documents. In an effort to give particular attention to the situation of widows of all ages, culture and origin, the United Nations General Assembly instituted the 23rd of June every year as the International Widows Day. On this day, member states dedicate special attention to the plight of widows and draw public conscience to their vulnerability. Yesterday, we had a judicial activity. We have some lawyers who came to talk to the widows, and the widows were talking their sufferings, telling how they drove. Some of them said they have driven them from the house. Some of them said they have taken their documents, so they cannot make even to have the pension of their husband. And then some of them even say the in-laws don't even want to see them. So all that the lawyer